Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la plus ancienne des catégories de voitures RC, le 8e piste. Cette discipline est très impressionnante à l'image de ces deux chiffres. Les voitures atteignent les 110 km/h et les moteurs tournent à près de 45 000 tours minute. Nous allons vous proposer de découvrir le 8e dans un instant à l'occasion de la Coupe de France qui s'est déroulée à Ampuis en octobre dernier. Mais avant cela, voici le sommaire de cette émission. Nous avons essayé ce mois le Rage, un nouveau truck de chez Kyosho au look de concept car. Vous avez envie de vous initier au drift? Nous avons peut-être trouvé pour vous le modèle ultime, le MS01D Ready to Run de chez Maxspeed Technology. Enfin, nous vous proposons ce mois l'essai de deux modèles de chez Blade, le Quadrirotor 350QX qui a créé le buzz sur le net et le BO105 Red Bull, un hélico maquette au format 130. Un vent nouveau souffle sur le bureau du design de chez Kyosho. Après le Nex sorti l'an dernier, le géant nippon vient de lancer un nouveau 10e de loisir au look de concept car, le Rage. Ce truck, 4 roues motrices, qui ne laisse personne indifférent, a le mérite de proposer une alternative à tous les produits du marché qui ont une fâcheuse tendance à se ressembler. Sous la carrosserie futuriste du Rage, on découvre un châssis en plastique avec d'un côté l'ensemble radio et la motorisation, et de l'autre la batterie. Les pièces qui attirent immédiatement le regard, une fois le Rage dénudé, sont les amortisseurs en alu, d'une finition et d'une fiabilité remarquables. Nous n'avons constaté aucune fuite à l'issue de notre essai. La motorisation siglée Orion est constituée d'un moteur de 2400 kV et d'un contrôleur étanche compatible avec les LiPo 2S. Si le cerveau de direction est suffisant pour débuter, il est un peu faible et un modèle plus puissant serait le bienvenu. Nous vous conseillons aussi une autre modification, le remplacement de la prise Tamiya, que nous jugeons obsolète et à laquelle nous préférons un modèle DIN. Le Rage est livré avec sa radiocommande, un modèle bien connu, puisqu'on le retrouve avec tous les produits Ready to Run de la marque. La prise en main de cet émetteur est agréable et nous apprécions le réglage de la puissance, que l'on peut adapter au terrain et au niveau du pilote. Les pneus montés sur de très belles jantes sont polyvalents et permettent de rouler partout. Sur un terrain poussiéreux, le train arrière a tendance à partir facilement, mais la voiture reste saine et son comportement est très agréable. Le Rage est bien équilibré sur les sauts et la puissance est suffisante pour corriger l'assiette de la voiture. Avec une suspension très souple et une faible garde au sol, il faudra soigner ses réceptions pour éviter les retournements. Nous avons trouvé la motorisation très bien adaptée au Rage et nous avons beaucoup aimé la souplesse de la transmission, qui est aussi très silencieuse, un vrai régal. En termes de fiabilité, cette voiture nous a séduit et surpris. Nous n'avons rien cassé durant notre essai d'1 heure sur circuit. Et ce, malgré les nombreuses fantaisies que nous nous sommes permis sur une table hors norme. Kyosho reste une référence dans le domaine du RC et la conception de cette voiture est sans reproche. À moins de 250 €, le Rage est une voiture qui devrait et qui mérite de cartonner sur le marché du loisir. Le 350QX est un quadrirotor grand public que vient de lancer la marque Blade pour contrer le leader du marché, le fantôme de chez DJI Innovation. Le design futuriste du 350QX est réussi et la conception des patins est bien pensée pour ne pas gêner la prise de vue. Nous regrettons cependant une finition un peu cheap avec des plastiques de qualité moyenne.
Sur le plan technique, le 350 QX est équipé d'un GPS, d'un altimètre et de 2 fonctions qui seront utiles aux débutants, le retour à la maison et une barrière virtuelle qui empêche l'appareil de percuter le pilote. Le Blade 350 QX propose 3 types de vols que l'on peut sélectionner via des interrupteurs de la radiocommande. Le mode Smart est destiné à l'initiation, le mode Stability permet un vol plus dynamique pour la prise de vue et le mode Agility offre une nouvelle expérience de vol pour les pilotes confirmés. Lors de l'initialisation, il faudra veiller au bon réglage des neutres, en suivant pas à pas la notice et en remontant de 2 crans le trim des gaz. On peut alors commencer la procédure pour démarrer les moteurs et faire décoller le quadri. Les premières impressions sont excellentes, la stabilité est exemplaire et les qualités de vol sont même un cran supérieures à celles du Phantom. Équipé d'une caméra, le 350 QX est un peu moins stable et il faudra être plus attentif pour corriger les dérives de la machine. Grâce aux Silent Blocks du support caméra, la prise de vue est excellente pour ce type de produit et le célèbre effet Jelly n'apparaît pas sur la vidéo. Après quelques vols rassurants de prise en main, nous avons testé le mode Agility, un mode démoniaque pour lequel il faut avoir le cœur et la queue bien accrochés. Si ce dernier n'est pas correctement fixé à l'intérieur du 350 QX, il pourrait bouger et déplacer dangereusement le centre de gravité. Les flips sont faciles à réaliser puisqu'il suffit de pousser les manches dans les coins pour que le Blade virevolte tout seul. La difficulté n'est pas de réaliser des figures, mais à gérer la fougue du 350 QX qui dans ce mode semble parfois indomptable. Nous avons beaucoup aimé la polyvalence du Blade qui couvre une plus grande plage d'utilisation que son concurrent direct, même si nous préférons les prises de vue aériennes tranquilles à cette voltige d'un nouveau genre qui devient vite ennuyeuse. Vendu 460 € dans sa version prête à voler, le 350 QX a sonné la charge dans le monde du quadri, obligeant il y a quelques semaines DJI Innovation à baisser le prix de son Phantom. Le Blade 350 QX est sans aucun doute un concurrent redoutable sur ce marché. Ce mois dans RC1, nous mettons à l'honneur le 8e piste, la plus ancienne discipline de l'automobilisme RC, à l'occasion de la Coupe de France organisée par l'ABCA sur le circuit d'Ampuis dans le Rhône. La piste qui mesure 306 mètres de développé a été spécifiquement créée pour la discipline il y a plus de 30 ans. Cette piste, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus belles de France, nous est présentée par Jean-Laurent Ripoll, le président du club. La particularité de cette piste, c'est qu'elle allie tout en fait, la vitesse, avec une ligne droite, une parabolique qu'on est capable en 8ème de prendre à fond, juste en relâchant à peine en milieu de ligne droite de parabolique. Et puis ensuite une partie technique, l'intérieur du circuit, où là on n'a pas le droit de se relâcher et il faut avoir une voiture très bien équilibrée et puis des doigts très affûtés pour aller très vite, quoi. Voilà, donc c'est ce qui apprécie des dénivelés de circuit, une différence de niveau entre le haut de la piste vers le restaurant et le bas du circuit, donc vers l'épingle du circuit. Donc qui fait, je dirais, toute la particularité de cette piste. Cette Coupe de France a attiré une centaine de pilotes, dont les meilleurs de la discipline. Christophe Egon, qui a été sacré cette saison champion de France élite en 4x4, revient sur sa carrière riche en trophées et sur son retour gagnant il y a 3 ans. Moi j'ai commencé il y a longtemps, ça fait une trentaine d'années que j'ai commencé, j'étais gamin. Donc j'ai eu une première carrière avec quelques titres de champion de France, quelques finales de championnat d'Europe, quelques finales de championnat du monde, des podiums européens aussi. Donc tout ça s'est arrêté à peu près en 2003, j'ai dû arrêter cette carrière-là. Durant ces quelques années de pause, Christophe Egon n'a pas perdu les doigts et il n'a pas non plus observé d'évolution particulière dans la discipline. Donc d'un point de vue technique, c'est vrai que les voitures ont peu évolué, enfin pour moi de mon point de vue. Principalement ça a été sur les carrosseries, sur l'aérodynamique, là il y a eu une grosse évolution. Sur les pneus aussi ont pas mal changé, surtout cette année avec l'arrivée du traitement des pneus. Donc c'est un traitement chimique qui modifie un petit peu les caractéristiques des pneus.
Mais autrement, il n'y a pas de révolution. Et au niveau de l'ambiance, donc moi je suis revenu principalement pour ça, je suis revenu pour voir des copains, parce que l'ambiance est très bonne. Je suis venu, voilà, c'est vraiment par plaisir et pour retrouver des copains. Nous avons maintenant demandé à Christophe de nous présenter sa catégorie, le 8e 4x4 thermique, tant sur le plan technique que sur le pilotage. Donc, du 8e 4x4, c'est une voiture, donc 4x4 c'est 4 roues motrices, c'est des voitures à suspension qui sont équipées d'amortisseurs, propulsé par un moteur qui fait 3,5 cm3. Donc les 4x4, vous avez derrière un arbre rigide. Sur les voitures classiques, c'est un différentiel. Sur les 4x4, c'est ça qui fait la différence. Les 4x4, c'est vraiment un arbre rigide derrière et devant, c'est une roue libre. Donc avec 3 courroies qui partent de l'arrière, qui vont jusqu'à l'avant. C'est vrai que ça nécessite un pilotage beaucoup plus agressif que sur un classique. Donc il y a une très grosse adhérence par rapport à du classique. Donc on peut accélérer très tôt en virage. Et plus vous accélérez tôt en sortie de virage, plus la voiture motrice et plus vous allez vite. On va maintenant retrouver Christophe Egon sur la 3e place de la grille de départ, juste derrière Richard Volta et le poleman Thomas Ettard. Le départ est donné pour 30 minutes de course sur une piste sèche malgré un temps menaçant. Jusqu'à la boucle de comptage, l'ordre de la grille est respecté, mais c'est devant le chrono que Richard Volta survolté commet une faute en voulant attaquer le leader. À la 6e minute, c'est le tournant de la finale avec la pluie qui se met à tomber et qui sème le trouble. C'est à ce moment que Christophe Egon va perdre toute chance de l'emporter. Le pilote, oublié par ses mécanos partis dans les stands chercher des pneus pluie, va se retrouver à court d'essence. À moins de 2 minutes de la fin, Richard Volta prend la première place qu'il va conserver. Dans le dernier tour, Thomas Erard, second, va se faire peur en se retournant après la ligne de départ. Il terminera tout de même 2e devant Romain Picard, qui était parti 8e, mais qui a profité de la pluie pour réaliser un super coup. Turco, champion de France national cette année en 10e piste, participait à cette Coupe de France 8e. Nous lui avons demandé quelles étaient les différences avec sa catégorie de prédilection. Déjà à l'échelle, pour commencer. Ensuite au niveau pilotage, c'est 2 pilotages assez différents quand même. En 10e, il faut plutôt enrouler, alors qu'en 10e, c'est plutôt un pilotage agressif. Après, disons, en 8e, on peut se permettre de faire glisser l'arrière pour passer plus rapidement. Alors qu'en 10e, il faut vraiment éviter de faire glisser la voiture. En termes de réglage, sur une 8e, il y en a un peu moins. En 10e, on a des différentiels qu'on n'a pas en 8e. En 8e, à l'avant, on a une roue libre, à l'arrière, un arbre rigide. Sur une 10e, on a 2 différentiels avec des multiples réglages sur l'hydraulique. Le pilote marseillais nous a confié qu'il souhaitait rester en 10e, mais qu'il participerait certainement l'an prochain à des courses de 8e. Pour nous présenter maintenant le classique, l'autre discipline du 8e piste, nous avons aussi fait appel au champion de France en titre, Serge Cristiani. Comme Christophe Egon, Serge a fait une pause de quelques années après avoir disputé de nombreux championnats d'Europe et du monde. En 2010, il revient sur les circuits pour développer un châssis de la marque World Racing Car, un châssis de classique que les pilotes appellent aussi planche à roulettes. La voiture la plus simple qui existe sur le marché, c'est un châssis avec 4 roues, sans amortisseur, sans boîte à vitesse, sans barre anti-roulis, sans rien. Mais en fin de compte, l'évolution des carrosseries, des pneus et des moteurs fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à 1,5 secondes à peu près des 4x4 qui eux ont boîte à vitesse et pour un budget de moitié à peu près, quoi. Voilà. Serge Cristiani nous parle maintenant des pneus utilisés en 8e et nous explique les réglages que permet l'utilisation d'un tour. En fin de compte, quand tu dis pneu, c'est de la mousse, hein, c'est pas du pneu. Et le chorage de ces pneus se fait par simplement de l'injection d'air dans de la mousse, qui fait que ou c'est plus tendre ou c'est plus dur. Et
depuis cette année, on a le droit aussi de traiter les pneus, c'est-à-dire de mettre un traitement comme ça se pratique en 12e, en 10e. Et donc, aujourd'hui, les performances sont devenues aussi meilleures grâce au traitement, mais que ce soit en classique ou en 4x4. L'importance du tour, c'est de pouvoir démarrer de suite avec les pneus à la bonne cote et surtout avec le bon carrossage, c'est-à-dire le carrossage qu'on a mis à la voiture, parce que même que c'est la plus simple des voitures, on peut quand même carrosser, pincer, faire de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on arrive à régler quand même la voiture pour avoir une géométrie, quoi. Voilà. Un châssis de 8e classique est simple et épuré, bien différent d'un 4 roues motrices, tout comme son pilotage. Le pilotage d'une classique se résume en fin de compte à un pilotage beaucoup plus fin, parce que là on n'a que 2 roues motrices, hein, on est en propulsion, et donc la voiture a tendance avec le différentiel à être quand même beaucoup plus sensible de l'arrière qu'à 4x4, parce qu'à 4x4 la traction reprend quand l'arrière commence à glisser. Donc le pilotage un peu fin, moi je pratique les deux, et il me faut chaque fois un certain temps pour reprendre la vitesse du 4x4, parce qu'on regarde le pilotage 4.2 qui est quand même un peu plus pointu, quoi. Voilà. On a une sensation de pilotage un peu plus fin, c'est-à-dire qu'il faut quand même doser son pilotage. La 4x4 on peut être un peu plus brut, voilà, ça peut être plus brut de décoffrage le 4x4, alors que là il faut être beaucoup plus fin, plus pointilleux, plus calme, on va dire. Pour le départ de la finale classique, on retrouve Serge Christiani en pole position, devant Christophe Bataillard et Fabien Warenbourg. Christophe Bataillard tente de passer le leader dès le 3e virage, mais commet une faute. Il rétrogradera à la 3e place, puis à la 5e, à 10 minutes de course. Durant toute cette finale, Serge Christiani n'a pas vraiment été inquiété et assurera la victoire dans cette Coupe de France. Derrière, on retrouve Fabien Warenbourg et Stéphane Nico, 3e, qui a pourtant tout tenté dans l'avant-dernier tour. Un passage par l'herbe qui, sans cette poignée de secondes d'avance, aurait bien pu le priver de podium. Cette Coupe de France qui marque la fin de la saison 2013 de 8e piste a été une belle réussite et avec une centaine de pilotes inscrits, elle a permis de démontrer encore une fois toute l'attractivité de ce magnifique club d'Ampuis. Le BO-105 est un hélicoptère allemand des années 60 qui, à défaut d'être sexy, fut le premier au monde à pouvoir faire des loopings. Cette machine est aujourd'hui utilisée par les Red Bull Flyings lors de leurs démonstrations aériennes. Bien que nous soyons lassés par les décorations aux couleurs de la célèbre boisson énergisante, nous avons été séduits par cette reproduction. La base de cet hélicoptère est celle du 130X qui a tout de même subi quelques modifications, et notamment au niveau de la poutre de queue. Pour reproduire le fuselage, le constructeur américain a dû imaginer un renvoi de transmission. Cette partie est le talon d'Achille de la machine et il faudra éviter les chocs violents pour ne pas effectuer un démontage long et laborieux. L'autre particularité de ce modèle concerne le rotor qui est à 4 pales et qui tourne dans le sens anti-horaire comme sur l'original. Cette tête de rotor fly-barless ne perturbe en rien le pilotage du BO-105 qui est similaire à celui des autres hélicos RC. En statique, nous avons beaucoup apprécié les détails du fuselage, comme les rivets, les échappements, les essuie-glaces ou encore les patins. En l'air, le BO-105 est stable et le vol est très réaliste.
Ce modèle réduit n'est pas fait pour réaliser des figures de 3D, mais plutôt pour reproduire une voltige simple et coulée, comme le fait le modèle grandeur. Si le 130X est un hélico que nous pouvons conseiller aux pilotes souhaitant s'initier à l'hélico RC, cette version carénée s'adresse plutôt aux pilotes confirmés, les réparations en cas de crash étant plus fastidieuses. Le BO105 coûte environ 300 €, le prix à payer pour faire voler une belle reproduction maquette, assez rare, sur un marché boosté par des machines de 3D. Vous avez envie de drifter et vous cherchez une voiture pour vous initier. Nous avons peut-être déniché pour vous la machine idéale dans le catalogue de Max Speed Technology, une marque spécialisée dans le drift qui vient de lancer une version Ready to Run de la 01D. La MST-01D RTR est livrée avec un ensemble radio en 2 Go 4, un ensemble tout à fait correct et avec un micro-récepteur appréciable. Plusieurs carrosseries déjà peintes sont proposées avec ce modèle et qui plus est de marque Tamiya. Seul un accu et un chargeur manquent dans la boîte de ce modèle. Le châssis est en plastique avec des renforts supérieurs en imitation carbone et un déflecteur dessous pour refroidir le moteur. Les choix techniques faits par MST sont excellents, le moteur brushed de 21 tours est situé sur la partie avant du châssis et l'accu est en position transversale juste derrière. La transmission par courroie est dotée d'un counter steer qui permet aux roues arrière de tourner plus vite que celle de l'avant pour une glisse plus réaliste. Le rapport de ce counter steer est de 1,54, un rapport intermédiaire qui est tout à fait correct et qui pourra être facilement augmenté par la suite. On trouve aussi sur cette voiture un spool à l'arrière, c'est-à-dire un axe rigide, et un one-way en alu à l'avant. Le one-way est une roue libre qui permet aux roues avant de continuer à tourner sur un freinage et qui reproduit l'effet d'un frein à main sur un modèle grandeur. La MS01D RTR a de sérieux atouts et nous terminerons cette présentation par un mot sur les réglages d'origine qui sont parfaits bien que le pincement et surtout le carrossage soient surprenants pour un néophyte. Pour recueillir un avis d'expert, nous avons confié les commandes à Sophie et David, membres de la Sushi Slide Team et qui participent au championnat du Grip Zero. Alors une prise en main exceptionnelle. Franchement pour un châssis de base, c'est vraiment un bon châssis à prendre en main très vite. Même pour quelqu'un qui veut à la rigueur vraiment juste débuter, voire peut-être se projeter, c'est un très bon châssis de base. Par rapport à mon châssis MST en kit, il y a une différence par rapport à moi parce que le mien il passe plus du train arrière parce qu'il est plus léger comme il est en carbone. Mais sinon, celui-là il est adapté à quelqu'un qui veut démarrer dans le RC Drift en fait. Les pilotes d'essai ont été séduits par cette Nissan GT-R, tout comme les pilotes d'un club de Mini Z à qui nous avons fait essayer la voiture avant leur session hebdomadaire. Les avis sont unanimes, la MST-01D RTR vendue 270 € est sans défaut et signe la fin de notre quête. Ce numéro de RC1 est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Retrouvez toute l'actualité de la chaîne sur notre page Facebook officielle. A très bientôt. Salut!